Mon cher Claude Dillin, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les députés, les maires, Monsieur le Président de l'association Ville et Banlieue, Monsieur le Président de l'Institut des Montagnes, Mesdames et Messieurs, alors, je vais peut-être me lancer dans une envolée lyrique, mais néanmoins vous me permettrez de vous dire quelques mots simplement sur la satisfaction pour moi de vous accueillir, c'est bien le moins, dans cette salle Gaston Monnerville, au Sénat pour le premier colloque organisé par l'association Ville et Banlieue, en partenariat avec l'Institut Montaigne. Alors je le fais avec plaisir, bien sûr, car votre colloque fait œuvre utile en abordant un sujet qui est un sujet essentiel pour notre vie commune et pour le pacte républicain. Il est fidèle en cela à la vocation de l'association et de l'Institut Montaigne, dont on ne compte plus les contributions au débat public. Si je ne les ai pas forcément toutes partagées, vous me permettrez de saluer l'apport de l'Institut, tant en termes d'analyse que de propositions originales. Alors, au plaisir se mêle une certaine émotion, car je suis moi-même issu des banlieues. Mon cher Claude, tu as fait allusion à la ruralité, mais je n'ai pas connu que la ruralité, puisque je n'oublie pas d'où je viens, je sais que ce que je dois à la République, et d'abord à mon école, et je sais ce que la République et mon école m'ont donné. Car si je m'adresse aujourd'hui à vous, en tant que président du Sénat, c'est parce que la France a permis à un enfant de la cité Ampalo, à Toulouse, pour ceux qui connaissent, d'étudier, de s'engager, de devenir un élu de la République. Permettez-moi d'ajouter que ce colloque prouve, si besoin était, que le Sénat est l'Assemblée représentative, et vraiment représentative de tous les territoires de France, une France qui change, avec un fait urbain qui progresse, les villes gagnent du terrain, sans jamais oublier, et Claude Dillin vient de le rappeler, sans jamais nous rappeler, notamment à nous, les sénateurs, la ruralité. Et le Sénat est à l'écoute des territoires et de longue date a pris la mesure des mutations qui sont à l'œuvre dans notre pays. Le Sénat, vous le savez peut-être, a beaucoup travaillé sur ce sujet. Je pense à plusieurs rapports, au rapport d'information sur la politique de la ville de la Commission des finances, c'était un rapport de Thierry Audentin et Claude Dillin en novembre 2011, ou aussi au rapport d'information consacré, je les cite, aux villes du futur des villes, réalisé par Jean-Pierre Sueur, c'était en juin 2011. Des sénateurs de toute sensibilité politique, et je veux saluer Fabien Keller qui était là il y a un instant, se sont emparés des enjeux des villes. Ils réfléchissent aux urgences qui interpellent les politiques publiques, ils ouvrent des voies pour agir peut-être de façon différente. J'ai moi-même fait un choix un peu innovant, peut-être, en tout cas je le crois, d'ouvrir mon cabinet, mes collaborateurs, et d'ouvrir à la diversité et de désigner au sein de mon équipe un, peut-être même plusieurs conseillers en charge de ces sujets. Les associations issues des quartiers qui œuvrent tous les jours pour le lien social, pour la formation, pour le mieux vivre des habitants, sont désormais régulièrement reçues et entendues. Je recevais il y a quelques jours Yazid Kerfi, responsable d'une association de quartier, et nous avons beaucoup échangé. Ce fut pour moi un moment très important et très intéressant. Bref, le nouveau Sénat, si je puis me permettre de l'appeler ainsi, s'ouvre tout naturellement à la diversité des territoires. Le 8 mars prochain, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, j'envisage d'aller à la rencontre d'associations qui accompagnent les femmes dans la recherche d'un emploi. Mesdames et messieurs, vouloir vivre ensemble n'est pas une aspiration de droite ou de gauche, c'est un impératif républicain. La question n'intéresse d'ailleurs pas seulement les quartiers urbains. En tant qu'élu donc de l'Ariège, pays de montagne, où les problèmes liés à la métropolisation, vous voyez, j'ai même du mal à le dire, se posent dans des termes bien différents, je sais que nous avons beaucoup à nous dire, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Car, dans le fond, ce sont les mêmes difficultés qui nous préoccupent. Le déficit d'emploi, le recul des services publics, la désertification médicale, les problèmes de mobilité, un habitat dégradé, des difficultés de garde d'enfants, tout simplement. Ces ressemblances, ces similitudes m'inspirent deux réflexions. D'une part, je suis convaincu que les quartiers urbains ne sont pas condamnés à subir pour toujours des difficultés qui seraient irrémédiables. Je ne crois pas à la fatalité.
Au fond, ces territoires, ils souffrent des mêmes fragilités que d'autres, mais à un taux de concentration si élevé qu'elles y prennent un tour quelquefois dramatique. Le diagnostic est connu. On compte moins d'enseignants dans les écoles des quartiers que dans le reste du territoire, et ce, alors même que les classes y accueillent des enfants qui rencontrent souvent des difficultés particulières. Les services publics sont trop souvent les grands absents des quartiers. Il faut parfois parcourir des dizaines de kilomètres pour trouver une agence de Pôle emploi ou un centre de formation de l'AFPA. Le problème du logement résume quant à lui toutes les difficultés quotidiennes des familles et des jeunes. D'une certaine manière, avec l'école, c'est la clé de tout. Ma seconde réflexion, c'est que les décideurs publics doivent faire converger sur ces territoires toutes les actions publiques qui permettent de vivre dignement, tout simplement dignement, de se loger, de se soigner, de travailler, d'envoyer des enfants à l'école. C'est ce que font avec ténacité depuis maintenant 29 ans les élus membres de villes et banlieues, au-delà même des clivages politiques. Et je veux en profiter pour saluer publiquement leur travail, leur écoute, leur capacité de dialogue, leur volonté farouche de toujours chercher, d'inventer des solutions nouvelles. Leur message est fort clair, nous avons le devoir collectif d'intégrer ces territoires relégués, oubliés et parfois maltraités. Au fond des choses, ce qui est en jeu, c'est le principe républicain de l'égalité, l'égalité des chances, l'égalité des conditions de vie, l'égalité des droits. Car ces territoires sont partie prenante de notre avenir. Dans les quartiers urbains, la jeunesse est là, qui ne demande qu'à pouvoir s'exprimer, à pouvoir exprimer ses talents. La créativité s'exprime dans les arts urbains, dans la musique, dans le langage. Les succès économiques existent comme nous pouvons le constater tous les ans ici au Sénat avec ce que nous avons appelé les talents des cités, auxquels j'ai participé il y a encore quelques semaines. Le talent et l'intelligence sont au rendez-vous, comme le montrent les jeunes diplômés ou les sportifs de haut niveau. Mais je ne veux pas oublier tous les autres. Au-delà des talents, il y a aussi tout simplement les compétences. Je ne veux pas oublier les anonymes qui travaillent dur, qui élèvent leurs enfants dans le respect des valeurs de la République, qui participent à la vie du quartier. Ces femmes, ces hommes, citoyens de France ou d'autres pays, entendent être traités non pas avec compassion, mais tout simplement avec le respect qui est dû à chacun d'entre nous, que l'on soit français ou que l'on soit étranger. Vos travaux, en rapprochant l'expertise d'un think tank prestigieux et l'expérience des praticiens de terrain, vous ont certainement permis de balayer tous les sujets, et j'aurais voulu participer aux discussions que vous avez eues jusque-là, mais le métier de président du Sénat, que je suis en train d'apprendre d'une certaine manière, ne m'a pas permis d'être parmi vous plus tôt. Les inégalités territoriales, l'éducation, l'emploi, la formation et la démocratie, voilà donc tous ces sujets. De vos réflexions émergera une plateforme de propositions qui peut-être permettra d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle d'avril et mai 2012. Et de cela, je me félicite. Les territoires relégués en ville comme à la campagne doivent faire irruption, je crois, dans ce grand débat qui est ouvert, dans ce grand débat démocratique qui est en cours. Des décisions urgentes, sinon ça ne servirait à rien, doivent être prises pour que ces territoires se transforment durablement et peut-être retrouvent le chemin de l'avenir. Alors permettez-moi à cette occasion de vous faire part, et je serai assez rapide, de quelques convictions. La politique de la ville, je mets entre guillemets tellement ce terme a été utilisé, et parfois considéré comme galvaudé, la politique de la ville, que je préférerais appeler tout simplement la politique des territoires, doit s'attacher à réduire les écarts de développement entre les différents espaces. Elle y parviendra qu'en s'inscrivant dans la durée, en mettant un terme à cette facilité, je parle anglais, du stop and go, qui défait les dispositifs à peine sont-ils inventés. Un quartier, comme un espace rural, et j'ai connu les deux, ont besoin de temps pour se transformer. Ils ont besoin de permanence pour se développer. Et les associations que vous représentez pour beaucoup, elles ont besoin de stabilité pour agir en profondeur. Elles ont aussi besoin de visibilité pour ne pas s'épuiser. Faute de quoi, l'action menace de ressembler au combat de Don Quichotte contre les moulins à vent. La politique des territoires doit privilégier une approche globale de l'ensemble des difficultés.
Cessons donc de découper les citoyens en tranches et de déconnecter l'urbain de l'humain. Agissons simultanément sur tous les points, sur le logement, sur l'école, l'emploi, les transports, la santé, la culture. En un mot, agissons sur les conditions d'une vie équilibrée. J'ai la conviction qu'il faut pour cela associer pleinement les citoyens aux choix qui les concernent, sinon cela ne servirait à rien. Sans concertation avec les habitants, comment pourront-ils se sentir eux-mêmes, ces citoyens, partie prenante de leur avenir? Sans dialogue dans chaque quartier, chaque pied d'immeuble, comment leur reprocher de ne pas être pleinement investis, on entend quelquefois, dans la vie de la cité? Chacun a le besoin, mais aussi le droit d'être reconnu pour ce qu'il est, pour ce qu'il vit, pour le rôle qui est le sien dans la vie collective. La participation des habitants aux choix qui les concernent est un enjeu, pas simplement un enjeu qui serait l'effet de mode, c'est un enjeu d'efficacité, et aussi un enjeu de démocratie. Tous les habitants doivent avoir voix au chapitre lorsque l'intérêt général local est en jeu, et nous avons ici au Sénat, il y a quelques semaines, donné une direction qui me paraît prometteuse pour l'avenir, en votant tout simplement le droit de vote des étrangers aux élections locales et municipales. C'est dans cet état d'esprit que le Sénat a adopté, je viens de le dire, cette proposition de loi, et cette loi nous a paru tout à fait indispensable pour permettre à chacun de se faire entendre au sein même des collectivités locales où se joue une part concrète de notre avenir. Ça coule de sens, mais ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Des réformes s'imposent aussi dans la gouvernance des politiques publiques mises en œuvre dans les territoires les plus fragiles. Le contrat avec les élus me semble la bonne voie pour mobiliser les énergies, orienter les efforts, concentrer les actions sur les territoires qui en ont le plus besoin. Nous ne ferons pas l'économie d'un débat sur la géographie qu'on appelle la géographie prioritaire et sur ses limites aussi. Nous devrons relancer un nouvel élan pour prolonger et développer des politiques sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé depuis longtemps, des politiques de rénovation urbaine. Nous devons réfléchir aux zones difficiles où il faut réinstaller les services publics et en premier lieu garantir pour tous, bien sûr, la sécurité publique. Nous ne pourrons pas davantage nous dispenser d'une réflexion sur la gouvernance. Nous devons trouver un moyen de simplifier les procédures, d'instaurer un guichet unique pour les associations, c'est un sujet que vous évoquez souvent, de garantir une action cohérente de l'État et des collectivités locales. Dans le fond, ce qui est en jeu, c'est la France unie et rassemblée dans sa diversité. C'est pourquoi, bien sûr, je me réjouis que cette diversité des territoires français ait fait, grâce à vous, grâce à d'autres initiatives aussi, son entrée au Palais du Luxembourg. Je suis, mesdames et messieurs, et je serai un président attentif à l'expression de cette diversité et soucieux surtout de sa progression. Je vous remercie.